Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Jordan, bienvenue à nouveau, comme chaque mois sur le podcast. Exactement, comme tous les mois. Salut Seb, comment ça va? Bah écoute, bien, et toi? Bah écoute, ouais, les beaux jours arrivent, donc c'est cool. Ta piscine, elle en est où? Elle est en commande. Donc, Elle arrive avec ou sans l'eau? pour l'instant, livré sans. Il faudra rajouter encore un petit billet pour l'eau. Mais je pense qu'au moment où sortira l'épisode, elle devrait être en place. Donc tu seras en train de barboter les pieds dans l'eau avec ta petite menthe à l'eau dans ta bouée, tranquille. Il y a moyen. Et peut-être même qu'on enregistrera les prochains podcasts en direct de ma piscine. Dedans. Ça sera un beau visuel pour le visio. Allez, je veux une liqueur. Une belle liqueur. Écoute, je vais en acheter une. C'est bon ça. Aujourd'hui, on va parler de mobilité et kettlebell. Ouais. Exactement. Voir un petit peu les mouvements à favoriser pour l'ouverture de hanches, les épaules, etc., etc. Donc, la première question, comment, avec un kettlebell, on peut améliorer sa mobilité? En l'utilisant, tout simplement. Ouais. Voilà. À chaque fois, la première question, tu niques le truc. Merci Jordan Non. pour Non. Non, mais développe. Allez, on t'écoute. Non. En fait, ça va être très très simple. Moi, en mon sens, c'est comme ça que je l'utilise et que je le fais utiliser. L'avantage, j'ai toujours dit, du kettlebell, c'est que d'une part, tu peux travailler aussi bien à double kettlebell, donc un dans chaque main, pour travailler côté droite et côté gauche de manière bilatérale. Mais ce qui est souvent le plus utilisé et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux l'utiliser un par un, donc de manière unilatérale. Et je prends l'exemple d'un client que j'ai vu récemment, c'est très intéressant. Une personne de 62 ans qui n'est pas forcément en surpoids, qui a une petite bedaine due à l'âge, etc. Il fait pas forcément attention, voilà. Mais quand tu le vois, tu vois qu'il y a un énorme décalage au niveau de ses épaules, de sa chaîne scapulaire. Il a une épaule qui est beaucoup plus haute que l'autre. Il se tient extrêmement mal. Donc, gros travail à faire sur la posture et forcément gros travail aussi de mobilité parce que tu doutes bien que ses articulations, elles sont cimentées. Il y a tout un tas de petites pathologies qu'il a en amont aussi, au niveau des hanches, au niveau du dos, 2-3 petits trucs qui sont pas forcément alarmants. Mais ce qui va être intéressant dessus, c'est justement de vraiment travailler côté par côté pour, je vais pas dire faire de son point faible son point fort, mais justement essayer de rehausser. Mais histoire de rééquilibrer l'ensemble, quoi. Exactement, et d'atténuer un petit peu ce petit souci de morphologie, de compensation naturelle que le corps fait, voilà. Et bien souvent, on intervient au niveau des épaules, donc, et au niveau des hanches, pour une simple et bonne raison que si tu fais le lien entre les deux, tu as les épaules donc qui soutiennent donc la chaîne scapulaire, le haut du dos, les scapulades, les omoplates qui soutiennent pas mal de petits muscles posturaux, infraépineux, supraépineux, suscapulaire, sous-scapulaire, tous ces petits trucs-là, grands ronds, petits ronds, des muscles du haut du dos, ok, des muscles profonds si je puis dire, certains plus que d'autres. Tu as aussi ce qui va être le tronc de tout ça si je puis dire, ça va être la chaîne scapulaire qui va être le tronc de la zone cervicale. Il me semble que ça reste quelque chose assez important, la zone cervicale. Les cervicales, il me semble que c'est le prolongement, le début de la colonne vertébrale, et puis c'est relié directement au système nerveux. Donc je pense que ça reste aussi important de les soulager, de les soutenir, de les mobiliser, ok. Et entre les deux, donc entre la chaîne scapulaire et on va plus bas, on a les hanches, le bassin, les hanches. Mais je crois qu'il y a un truc qui fait la liaison des deux.
si tu analyses grossièrement, tu as un truc qui fait la liaison entre le haut et le bas, qui est au niveau du dos. Je crois que ça s'appelle la colonne vertébrale. Et il me semble que ce truc-là, ça reste assez important pour la santé du dos et du corps humain. Alors, la colonne vertébrale, pour beaucoup, ça va être un os, une articulation, effectivement. Hein. On a différentes vertèbres. La colonne vertébrale est composée de différentes strates, de différentes vertèbres. OK. Mais en fait, c'est pas un os qui est figé. On a tendance à penser que, en fait, on est autour de la colonne, ce qui est vrai, mais pas que. La colonne, c'est un axe qui bouge, qu'il faut savoir mobiliser, qu'il faut savoir bouger sans douleur. OK. Plus ta colonne bouge, plus ton axe est huilé, si je puis dire, mieux ta santé physique, dorsale, si je puis dire, sera utilisée, et donc tu te sentiras mieux, tu auras moins de douleur, indéniablement. Et donc c'est là où c'est intéressant de jouer et sur les épaules et sur les hanches, parce qu'au milieu des deux, tu as vraiment ce pont qui est la colonne vertébrale, et donc ça va la mobiliser. Après, tu peux plus travailler dessus en faisant des segmentations, par exemple en position quadripédique, à quatre pattes, donc sur les mains et sur les genoux. Hein. On aligne les poignets aux épaules et on aligne les genoux en dessous des hanches. OK. Ce simple mouvement, tu sais, de faire le dos rond, le dos creux, inspirer, expirer, ce mouvement du chat, rien que ça peut être une segmentation de colonne vertébrale. Quelqu'un qui est très bon aussi, qui peut le faire, qui a pu t'en parler ou qui pourrait t'en parler à l'avenir si tu fais encore un podcast avec, c'est Valentin. Valentin, à un moment, il travaillait beaucoup aussi sur la colonne vertébrale, sur les segmentations de colonne vertébrale, et s'amusait justement à dissocier partie par partie. Vertèbre cervicale, vertèbre lombaire, dorsale, thoracique. Et en fait, il faisait monter crescendo, arrondir crescendo le dos, en partant du bas, arrondir le bas, puis le milieu, puis le haut, et inversement en fait. Et c'est ça qui est intéressant, cette segmentation, ce qui va permettre d'oxygéner la colonne, de la mobiliser segment par segment, et de pouvoir un peu sensibiliser et être conscient, on peut appeler ça de la proprioception, hein, vulgairement dit, de se dire, écoute, là, j'arrondis le haut, là, j'arrondis le bas, là, le creux, le bas du dos est neutre, j'arrondis le milieu et le haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, être conscient de... Oui, au final, ça reste de la proprioception. C'est un monde qui est assez vaste, la proprio. C'est être conscient de dire, là, je fais tel mouvement et mon corps est dans telle position. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je fais aussi le lien avec la proprioception. Donc, au niveau de la mobilisation, c'est hyper intéressant. Et de là intervient le kettlebell. Tu as différents mouvements que tu peux faire quand tu sois allongé, sur le dos, de profil, debout aussi, tu as beaucoup de mouvements. Avec ou sans kettlebell. Donc là, en l'occurrence, on va parler du kettlebell, forcément, parce qu'on peut l'utiliser dessus. On va parler d'un prying goblet squat, un mouvement pour l'ouverture de hanche qui va être intéressant, qui va travailler la profondeur du squat, qui va, vulgairement dit, le cul par terre. OK? On va être vraiment en amplitude maximum, voire supramax. OK? Donc, on va chercher à ne plus avoir cette tension, cette contraction dans les fessiers, et d'avoir vraiment la sensation d'étirement et d'ouverture au niveau des hanches. Parce qu'une fois en position, on va chercher à ouvrir à l'extérieur le maximum possible les genoux pour vraiment avoir cet étirement adducteur. OK? Donc, pour un petit moyen mémotechnique que j'aime aussi utiliser, adducteur prend 2D. OK? Orthographement parlant. Ça va être les muscles qui vont être à l'intérieur. Adducteur 2D, dedans. OK? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, facile à retenir. Abducteur, ça va être les muscles qui vont être à l'extérieur. Donc, 1D, dehors. Donc, ça va être la partie extérieure des fessiers, des hanches et tout ça, les abducteurs. OK? Et on va chercher justement cette sensation d'étirement au niveau des adducteurs en ouvrant un maximum les genoux, en poussant, un maximum les genoux à l'extérieur. Et donc, de là, on a un étirement qui se fait au niveau adducteur et puis un travail d'ouverture de hanche. On ne demande pas à rester non plus 1 minute dedans, mais on va rester une dizaine, une quinzaine, une trentaine de secondes dans cette position-là, et on va simplement essayer de mobiliser, bouger sur ses chevilles à droite, à gauche, faire un espèce de mouvement de balancé. OK? Donc, c'est aussi avantageux et bénéfique pour les chevilles, parce que tu travailles sur ta mobilité de cheville.
Il y en a qui sont très, très raides. Et puis même au niveau du tendon d'Achille, hein, ça va jouer dessus parce que la plupart des gens, tu leur demandes de se mettre dans cette position, ils vont pouvoir le faire, mais ils vont être sur la pointe des pieds parce qu'ils vont se dire, j'arrive pas à tenir sur les talons. Bah si, tu y arrives, c'est juste que tu es mal placé et je vais t'apprendre à l'être correctement. Donc au début, tu descends au maximum que tu puisses en étant sur les talons. À partir du moment où tes chevilles se décollent, enfin tes talons se décollent, stop. Tu vas rester sur cette amplitude-là. Donc pour certains, ça va être vraiment 15 centimètres du sol, des fesses au sol. Et il y en a d'autres, ça va être peut-être un peu plus haut, peut-être le double, 30 ou 25, tu vois. Mais c'est là qu'on va travailler et on va essayer de surcharger avec un kettlebell, un poids, un haltère, un disque, ça marche très bien. Le kettlebell est assez ergonomique, comme ça, tu as un bon travail qui se fait au niveau du grip et des avant-bras aussi. Ça compresse la cage thoracique, donc tu as une respiration qui va se faire intra-abdominale, parce que le kettlebell va être à hauteur de poitrine. Ok. Donc, comme le kettlebell n'est pas censé toucher le corps, la poitrine, ben, ça va nous oppresser, nous opprimer. Donc, on est obligé de compacter et obligé d'avoir ce travail de coffre, de ce qu'on peut appeler vulgairement de travail abdominal, de position derrière le bouclier. Donc, on va être en tension, on va être compact et on va respirer avec les abdominaux et donc engager un maximum. Et donc, c'est ça qui va être intéressant dans le kettlebell. Surcharger un petit peu pour mobiliser les hanches. Et puis après, tu peux le poser et remonter ou si tu as assez de puissance encore, parce que ça demande beaucoup de puissance et d'effort de remonter, c'est énergivore, et ben tu remontes avec le kettlebell. Voilà. Donc, c'est un exercice qui est très simple à effectuer, que tout le monde est capable de faire, d'accord? Parmi tant d'autres, hein, il y a on en a parlé aussi assez régulièrement pour la santé du dos, qui est très très bien pour dénouer les tensions dans les lombaires aussi. Le Jefferson Curl. Le Jefferson Curl, c'est un exercice qui est super bien aussi. Tu peux le faire à vide. Chargé, c'est plus intéressant parce que tu as cet impact de la gravité. La gravité, c'est simple, hein, c'est vers le sol. Tu peux pas lutter contre. Hein. Peut-être sur la Lune et encore. Mais voilà, tu prends une charge, forcément, et ben la charge, qu'elle soit plus ou moins lourde, si tu mets une direction verticale vers le sol, et ben justement, cette charge va t'entraîner. Hein. Tu prends un plomb, tu le mets, toi qui as déjà fait de la plongée, tu peux le savoir. Tu te mets une ceinture avec du plomb, tu vas dans l'eau, bah, tu vas être attiré dans le fond. Tu vas pas rester en surface. Tu mets une charge nécessaire par rapport à ton poids, etc. Bah, c'est le même principe. Le Jefferson Curl, tu le tiens au bout des bras, tu te mets debout, tu te mets sur une plateforme pour te surélever un petit peu si tu veux chercher une amplitude, et tu vas chercher volontairement à arrondir le dos en partant des cervicales, les épaules, les vertèbres thoraciques, et tu arrondis le dos et tu te laisses vraiment attirer, aspirer par le sol, et tu descends au fur et à mesure et tu vas chercher à garder les jambes au maximum tendues, et tu as un travail fantastique qui se fait sur la chaîne poste. Tu sens tes ischios qui tirent. Moi, je sais que c'est un mouvement que, il y a quelque temps, un de mes élèves avait énormément de mal. C'était atroce de lui demander de faire ça, lui. Il avait un étirement sur les ischios, c'était horrible. Il était en souffrance. Maintenant, il arrive un peu mieux parce qu'on l'a travaillé sur chaque séance, il le faisait tout seul, enfin voilà. Mais c'est hyper bénéfique. Et puis, tu remontes à l'inverse par les lombaires, vertèbres thoraciques, cervicales, épaules, etc. Et tu recommences. Et c'est un mouvement qui m'a demandé du temps, aussi bien dans la pratique que dans l'exécution. C'est pas comme un biceps curl, tu montes et tu descends. En 2 secondes, tu as fait ta rep. Non, tu prends le temps de descendre, tu peux mettre 5 à 10 secondes pour descendre, rester un petit peu en position en bas, chercher l'étirement, l'agrandissement, la segmentation de la colonne, et puis après tu remontes. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour encore citer un autre mouvement. Et forcément... Mais là, tu vas du coup pas prendre de grosses charges sur ce mouvement parce qu'on ne cherche pas à muscler. Là-dessus, on cherche vraiment, comme tu dis, à la segmentation de la colonne. L'idéal, c'est déjà de commencer, je pense, à vide pour vraiment comprendre le mécanisme et bien ressentir pas chaque os et chaque disque et chaque segment qui va se défaire, mais juste déjà d'avoir un bel enroulement propre et ensuite peut-être commencer à charger. Mais je pense que c'est pas un mouvement où tu vas mettre des 40-50 kilos facilement, on va dire. Si tu veux continuer à ressentir le mouvement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le principe, sauf à un truc près. Effectivement, on va le faire à vide pour
voir le mécanisme du mouvement, comment ça se passe, etc. Voir les possibilités aussi du pratiquant, forcément, hein, pas se mentir. On va essayer d'éviter de sentir, comme tu dis, à ce que ça se défasse, hein, parce que le but, c'est pas que les disques se défassent non plus, hein. Mais enfin, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais par contre, je vais te demander juste, parce que ça reste encore une perception propre à chacun. Tu as dit, on va pas prendre de lourd. OK? Alors, je vais sortir du contexte musculation, charge, kettlebell. Je te dis, viens Seb, on a 2 heures, là, on n'a rien à faire, tranquille. Viens, on va manger une glace. Je t'amène sur un glacier, voilà. Tu vois la pancarte et tu vois la glace 20 €. Est-ce que c'est cher pour toi? Si tu m'emmènes, tu payes. Je te parle pas de ça. Je te parle de, est-ce que tu vois la pancarte, la glace 20 €? Juste ça. Ouais, franchement, 20 balles pour une boule, c'est cher. OK, d'accord. Alors maintenant, on va aller sur encore un petit détail qui aura son importance et tu vas voir où je veux en venir. Effectivement, dit comme ça, 20 € la glace, c'est cher. Tu peux t'attendre à, oui, comme tu dis, une glace, une boule, c'est cher. Ou tu peux faire encore pire. Un Mr Freeze, un peu plus grand. C'est une glace à l'eau. 20 balles, ouais, c'est cher. Par contre, si on va chercher un peu plus loin, si on va regarder, on a la curiosité de s'intéresser, on rentre dans le shop, on rentre dans le glacier, et on voit que, bah voilà, le cornet, c'est une vraie gaufre qui est faite maison avec des produits locaux, bio entre guillemets. Je te dis des bêtises, hein, du lait qui est pas passé par, voilà, c'est du lait qui sort de la ferme, machin, tout ça, etc. La glace est faite maison, artisanale, ok. Et c'est pas une simple petite glace classique, c'est une glace avec de la chantilly, des copeaux, machin, mais tout est fait artisanal et maison. Et c'est The Glace. Tu dis effectivement, ton discours il change. 20 €, ça vaut peut-être le coup. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais de toute façon, dans tous les cas, dès que tu as parlé de glace, moi, je l'aurais acheté. 20 Ok. balles, c'est clair. Donc maintenant, je vais reporter ça à ton fameux, on va pas prendre une grosse charge. Tout est relatif. Une grosse charge, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce qu'une grosse charge pour toi va être une grosse charge pour moi? Tu vois ce que je veux dire, encore une fois? Oui, bien sûr, je comprends. Mais après, sur le mouvement que tu Voilà. me décris, on est d'accord que peu importe la personne, si tu veux Ah bon? bien faire, bah, je pense. Après, dis-moi ce que toi t'en penses. Ok, alors je vais passer sur un exemple qu'on connaît tous les deux, physiquement. Ok? Qu'on connaît physiquement. Tango. Je lui demande un Jefferson Curl à 50 kilos. Mais est-ce qu'il va ressentir bien tout Je dans te le... parle dans- pas forcément de ressentir ou quoi que ce Ah soit. non, Je te moi, parle d'exécution. non, mais l'exécution, bien sûr que ça, on est d'accord que Et tu vas pouvoir monter très lourd, mais moi, exécution je te parle vraiment de et ressenti. facilité. Oui, bah, bien Alors, sûr. ressenti, là, on est encore sur autre chose parce que le ressenti va se faire sur le système nerveux. Les sensations, les récepteurs nerveux, etc. On n'a pas tous le même ressenti, tu vois. Loïs l'a très bien expliqué l'autre fois quand il parlait de ses nageurs, de ses golfeurs. Lui, il va ressentir un entraînement spécifique en natation qu'il va faire à ses nageurs. Bah lui, il va peut-être pas ressentir la même chose que ses nageurs. Mais Oui, ça veut pas pour autant dire que c'est pas bon en et que c'est entraînement. pas pédagogique en entraînement. Mais dans l'entraînement, on parle d'un mouvement. Oui, mais en mobilité, là, on est surtout sur la mobilité. Si on Oui, reste bien sur de la sûr. mobilité pure et dure, on est d'accord qu'en mobilité, c'est rare que tu vas commencer à faire des mouvements avec des barres à 50, à 80, à 100 kilos. On est d'accord qu'on va rester pour du ressenti, surtout sur l'exercice-là, je pense, pour bien avoir et bien ressentir l'arrondi du dos et, Mhm. comme tu dis, tous ces bénéfices. Moi, je pense que tu charges pas énorme. Après, comme on Un dit, squat tout est un dépend. exercice de mobilité. Tu ressens quoi sur le squat, toi? Tu te souviens encore ce que c'est le squat? Espèce de Tu salaud. ressens quoi? De la honte. D'accord. Alors ça, figure-toi que c'est propre à chacun. Mais en même temps, ça reste très commun. Non, effectivement, le squat, tout le monde va avoir différents ressentis. Il y en a, ils vont sentir les fessiers. Il y en a, ils vont sentir les ischios, l'arrière des cuisses. Il y en a, ils vont sentir dans un premier temps
Les quadriceps, tout dépend l'écartement, l'ouverture qu'ils ont au niveau des pieds. Il y en a, ils vont sentir à fond le haut du dos, tellement ils sont crispés, ils sont tankés. Et il y en a, ils vont avoir une galère, une douleur dans le dos. Et il y en a d'autres, comme moi, ils vont sentir les hanches. Je sens pas les jambes, je sens les hanches. C'est un exercice de mobilité. Ouais, ok, je suis d'accord. Maintenant, pour le Jefferson Curl, effectivement, là, je suis d'accord avec toi. Tu vas pas mettre une 50aine de kilos. Tu travailles avec une petite charge, mais tu peux monter facilement. Moi, je me suis déjà vu faire, mais dans ce cas-là, je le fais dans une autre dynamique. Je le fais uniquement dans la phase concentrique. Je vais prendre un kettlebell de 28 kilos, ok, et je vais me concentrer sur la phase descendante. Et une fois que je suis arrivé à mon point max, je vais lâcher kettlebell et je vais remonter à vide. C'est possible aussi. Pourtant, j'ai pris une grosse charge, 28 kilos. Alors qu'à l'inverse, je vais prendre 12 kilos, je vais faire le mouvement classique. Monter, descendre, concentrique, excentrique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de te dire, la grosse charge, effectivement, ça peut faire peur, mais tu peux quand même travailler encore tu peux encore travailler avec. Mais tout dépend de l'intensité et de l'utilité que tu vas en avoir. Donc, moi, je pars du principe que c'est pas forcément anti-pédagogique. Je pars du principe que c'est pas forcément un problème. Si tu sens forcément qu'il y a une douleur qui est bizarre, que le mec est en train de tiquer quand il descend, là oui, stop. Donne-moi ça. Je te laisse pas descendre, tu me le donnes, tu remontes. Ok, d'accord. Mais a priori, je pense pas que ce soit cause à effet de blessure. Je l'ai jamais vu en tout cas. Ouais, Ok, parce qu'après, je on l'ai va dire jamais vu. qu'après, tu passes sur un autre exercice. Là, on va dire que tu fais la même chose en charge, tu passes plus sur un deadlift, quoi, on va dire. T'es plus du tout dans la même optique. Alors oui, mais là encore, je suis pas assez expérimenté dessus. Il faudra plus que tu vois quelqu'un que je te conseille vivement sur les réseaux, que Loïs connaît d'ailleurs, qui est un expert et j'ai appris beaucoup de choses avec lui sur le deadlift. C'est un coach qui est sur Nice, pareil, mais lui, il est vraiment anti-constitution. Le mec, il est trash. C'est simple, hein, c'est le coach de Tango. Voilà. Tu vois Ok. Tango, t'as une idée du personnage. Le coach, c'est voilà. Il est hyper trash. Il a une science pratique et une approche pratique et scientifique sur le papier qui est impressionnante. J'ai appris beaucoup de choses avec lui en une journée sur le deadlift. C'est impressionnant. Lui pourra plus t'en parler que moi, mais il y a eu un énorme débat sur le deadlift. Dos rond, dos plat. Lequel est bon, lequel n'est pas bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il se fait mal? Est-ce qu'il se fait pas mal? On en revient à une seule et même question. Capacité, mobilité de chacun. Ouais, puis après, je pense que tu bosses au ressenti. Tu vois, si avec ton dos rond, Ah mais bien sûr. c'est vrai qu'il y avait aussi Gundil qui avait beaucoup parlé de ça. Oui. Après, voilà, je pense que c'est au ressenti. Si maintenant tu sens que tu es à deux doigts de te fracturer la colonne dès que tu commences à faire un deadlift, bon, ok, là, il faut peut-être commencer à revoir tes charges, Après, ton placement, ton c'est du mouvement. bon sens aussi, hein. Bien C'est sûr. du bon sens aussi. Tu fais un saut en parachute, tu vois le parachute qui est à côté de toi et tu sautes de l'avion, c'est du bon sens, hein. Je suis désolé, mais Là-dessus, on est d'accord. Euh, t'as oublié ton parachute? Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai ma capuche. Mec, j'ai mon slip. il y a des trous, hein. Enfin, c'est aérodynamisme pour le coup. Donc du coup, pour l'ouverture de hanche, donc tu disais donc vraiment un squat assez profond. Nous, c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup là-dessus, même à la boxe. Tu vas faire un squat profond, tu mets tes coudes à Oui. l'intérieur de tes genoux avec Mais tu tes vois, c'est mains. ce que je disais. Voilà, c'est On en exactement ce que revient. tu sais. Voilà, et tu Le vas fait de mettre les genoux, travailler. ça aide à pousser. C'est ça, voilà, avec tes coudes, tu vas vraiment pousser pour vraiment ressentir bien l'ouverture, bien l'étirement au niveau de tes hanches. Et je peux aller encore plus loin, je vais te couper. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite fortement à le faire. Et tu verras que le ressenti est encore différent. Et le ressenti, le stress et tes capacités physiques vont être diminuées sur ce mouvement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça te met dans une position où tu es inconfort. Dans cette position de squat où tu as les coudes au niveau des genoux et que tu pousses. Tu ouvres bien la cage thoracique.
t'es bien droit, tac, colonne neutre, tu restes en position. Et en étant dans cette position-là, en gardant les coudes ouverts dans les genoux, tu vas simplement monter les deux en position overhead, tout en étant en squat. Ok? Tu passes de la position les coudes dans les genoux à bras tendus au-dessus de la tête. Tu verras ce qui va se passer. Tu vas pas être à l'aise. Tes bras, tu vas croire qu'ils vont être tendus alors qu'ils vont être légèrement flex, alors que l'objectif est d'avoir. Tu mets une pression hyper intéressante dans tout ton corps parce que tu es compact et tu vas chercher une extension sur une flexion. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est comme si tu cherchais à allumer enfin, je sais pas comment t'expliquer, je sais même pas si c'est la bonne image. C'est comme si je te disais, tu essayes de taper ta meilleure vitesse de pointe, ok, à faire ton meilleur chrono avec le frein à main de ta voiture, le pied sur le frein, ok, et un truc qui te tracte, qui te tire en arrière. Et toi, tu cherches le plus vite possible. Ça va être une opposition de force. C'est ça qui est intéressant. Parce que tu vas chercher à te grandir vers le haut, dû aux épaules, la chaîne scapulaire, ok. Et en même temps, tu cherches à descendre et ouvrir tes genoux, tes hanches. Donc, tu vas être en flexion des hanches et en extension. C'est aussi pour ça que le mouvement du squat overhead, squat avec bras tendus, barre au-dessus de la tête, est très compliqué et très dur. Et si tu analyses les gens et pour l'avoir essayé, si tu l'as déjà fait, tu vois que ton amplitude n'est pas du tout la même. Et ta difficulté est augmentée. Alors, rien que ça, teste. Tu commences ton deep squat, là, bras dans les jambes, et 15 secondes après, 10 secondes après, paf, tu gardes les bras tendus et tu les montes. Tu verras comment tu vas être inconfort. Et c'est hyper intéressant. Et la plupart des gens, tu regardes, ils vont réussir. Ils ont les bras fléchis. Ou ils vont tomber vers l'arrière. Mais ils n'auront pas les bras complètement tendus. Ils ne seront pas en extension. Ils ne vont pas rester. C'est hyper intéressant. Teste, tu verras. Ouais, ça va te taper à fond dans les trapèzes du fait de vouloir vraiment lever les bras à fond. Ça va vraiment aller chercher abdos profonds parce que du coup, bah, tu dois rester stable en bas, mais stable en haut aussi. Donc ouais, non, je pense que ça doit être un exercice vachement intéressant. Ouais. Alors, pas que, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as ce mouvement du bassin quand tu es en deep squat, ce mouvement du bassin qui va s'enrouler vers l'avant, cette rétroversion, d'accord, quand tu vas être en squat profond. Donc, tu as ta colonne qui va s'étirer d'un côté, qui est relâchée en haut, ok. Mais le fait de t'aligner là, tu la tires vers le haut et tu la tires vers le bas. Donc, c'est même pas en soi, tu sens une tension au niveau des trapèzes, mais c'est vraiment, tu sens cette tension d'inconfort et tu dis waouh, et ta capacité respiratoire, elle est diminuée parce que tu n'es vraiment pas à l'aise et c'est hyper intéressant. Ça rajoute une complexité du mouvement, mais encore une fois, un très très bon travail de mobilité d'épaule pour le coup, en étant sur la mobilité de hanche et d'ouverture de cage thoracique. Ouverture de cage thoracique, ça veut dire une meilleure capacité respiratoire, une meilleure mobilité costale, donc une meilleure ouverture thoracique, une meilleure profondeur sur le développé couché, sur ta position en triple extension de squat overhead, tout un tas de trucs comme ça, et c'est génial. Et pour toi, à travailler, on va dire, quotidiennement sa mobilité, est-ce qu'on est toujours dans un gain ou est-ce qu'au bout d'un moment, tu passes que dans un maintien et tu atteins un peu, on va dire, tes limites? Alors ça, c'est un peu mon credo, parce que la mobilité, pour reprendre un peu à zéro l'envie de se remettre en forme chacun, l'envie, l'engouement d'être en bonne santé, d'accord? Ça va être quoi? Peu importe, j'ai envie de prendre du poids, de la masse musculaire, avoir un 54 cm de tour de bras, avoir une taille fine, rentrer dans du 38, avoir des pecs de malade, des tablettes de voilà. La finalité, peu importe homme ou femme, ça va être quoi? Moi, c'est ce que je m'amuse à dire, c'est bouger le plus longtemps possible, sans douleur articulaire, sans compensation du corps, et pouvoir rêver à 85 ans
85 ans. Allez. T'es- Être capable d'aller chercher un verre quand tu es tout seul chez toi, qui est sur ton étagère et que tu es obligé de monter sur la pointe des pieds, sans pour autant avoir besoin de quelqu'un et perdre ton équilibre. Ou alors t'abaisser simplement pour réussir à faire tes lacets, sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un, et mettre la moitié de ta journée à t'abaisser et l'autre moitié à te redresser, puis après aller te coucher parce que il est tard le soir. Voilà. Donc en soi, j'ai envie de te dire, pour répondre à cette question, je pense que la mobilité, il n'y a pas d'impact négatif, il n'y a pas d'effet négatif à la travailler tous les jours. Au contraire, t'entretiens, tu utilises ton corps, tu mobilises tes articulations. Mais par contre, à l'inverse, si tu ne le fais pas, c'est là qu'on peut avoir différents problèmes tels que l'arthrose, l'arthrite, l'ostéopénie, l'ostéoporose, les spondylarthrites ankylosantes aussi, toutes ces pathologies qui sont articulaires et qui peuvent être dramatiques, qui peuvent être un supplice pour certaines personnes. Donc, et ça, peu importe l'âge, t'es pas obligé d'avoir 60 ans, 40 ans ou 20 ans. Moi, j'ai connu des gens, je me souviens quand j'étais sur Paris, 23 ans, elle avait une spondylarthrite ankylosante au niveau de la chaîne scapulaire et au niveau des lombaires. Donc, ce qui était recommandé pour cette personne-là, c'est simple, hein, c'était des mouvements de flexion de tronc, des crunchs, pour mobiliser, essayer de décimenter un peu tout ça. Vulgairement dit, je vois la chose comme ça. C'est tes articulations qui vont se cimenter l'une et l'autre, pardon. En gros, elles vont se joindre et se segmenter. Et voilà, c'est bloqué. J'aime bien vulgariser les termes parce que ça me permet aussi à différents publics que je peux accompagner de se rendre compte des choses par rapport à de la vie quotidienne. Je vais donner un exemple. Tout ce qui est ostéoporose, ostéopénie, arthrite, arthrose, toutes ces pathologies-là qui peuvent être très embêtantes et douloureuses avec le temps, moi, j'aime bien les imager avec un robinet, un évier ou un lavabo. Tu n'entretiens pas, qu'est-ce qui va se passer sur ton robinet, là où il y a l'eau qui coule? Ouais, t'as du dépôt de calcaire, quoi. Exactement. Et le calcaire, quand il passe, l'eau ne coule plus. Considère que ton articulation, c'est la même chose. Si tu ne l'entretiens pas, ça va se souder, il y a du calcaire, entre guillemets. Et finalement, dès que tu vas la mobiliser, dès que tu vas la bouger un petit peu ou faire un mouvement que tu n'as pas l'habitude de faire, un squat ou quoi, j'ai mal aux genoux, mes épaules, je suis bloqué là. Oui, parce que tout ça, c'est consolidé entre eux, c'est cimenté, c'est figé. Et puis maintenant, pour défiger, faut s'accrocher. J'aime beaucoup utiliser cette image-là parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Et en général, c'est vrai que les gens peuvent le visualiser. Exact, ouais, exact. Et pour en revenir au début de l'épisode, là, quand tu disais donc ton client qui avait donc un déséquilibre parce qu'au fait le corps s'est adapté à peut-être une douleur ou autre. Tout à fait. Est-ce que avec un travail, hors cas un peu exceptionnel, maladie ou autre, est-ce que du coup en travaillant la mobilité, tu peux justement réussir à rééquilibrer harmonieusement un corps et à lui ramener du coup sans douleur, quoi? Bien sûr, c'est possible. Moi, quand je me suis blessé au dos, on en a parlé plusieurs fois, entre toi et moi et sur différents podcasts, on en a parlé. Quand je me suis blessé au dos, que j'avais des contusions dans le dos, ce qui m'a aidé, c'est la mobilité. Sinon, aujourd'hui, je serais potentiellement pas là à faire ce que je fais. Un autre exemple, ça va parler beaucoup de personnes dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui est assis, H24. Enfin, H24, tu m'as compris, dans son domaine professionnel, qui est assis 39 ou 35 heures, je sais plus, ou 42 en Suisse, voilà. Qui est assis sur une chaise, à 8h du matin, 9h, il va être comme ça, bien droit et tout. Et puis, plus le temps va passer devant son écran et ça va chier, il va arrondir le dos. Tu vas te recroqueviller sur toi-même, ouais. Et exactement. Et donc, toutes ces choses-là, ça va être de la fatigue. Donc, le corps va compenser parce que tu fatigues et tout. Donc, il va chercher une position dans laquelle tu es à l'aise. C'est sûr, c'est pas évident de tenir comme ça pendant 8 heures, toute la journée. Mais voilà. Donc, la mobilité, oui, il faut.
Un autre exemple, hein, quelqu'un qui, j'ai le cas avec un de mes clients qui est homme de ménage. Il est pas forcément dans des positions, des fois, qui sont adéquates quand tu dois passer la panosse ou la serpillière ou l'aspirateur, sous des meubles ou sous des lits, qui doit s'abaisser, machin. Et tout dépend le matériel, si c'est encombrant, si c'est du gros volume ou quoi, tu vois. Il se met dans des positions qui sont pas forcément adéquates. Et avec les répétitions et avec le temps, ça peut faire mal. Ou encore une fois, les plombiers, ils sont dans des positions, des fois aussi, qui sont pas forcément super bien confort, hein. Après, pour revenir du coup à les gens qui travaillent en bureau, parce que c'est un peu mon cas quand même. Alors écoute, c'est vrai que maintenant les chaises de bureau sont de plus en plus confort, de plus en plus tu peux te basculer en arrière, et cetera, et cetera. Puis même, tu as les bureaux qui montent aujourd'hui. Ouais, alors Tu vois ce que je veux dire? déjà, les bureaux assis debout, alors ça c'est, je trouve royal, tu vois, parce que du coup, toutes les Les heures, petits tu tapis en peux. dessous, tout ça. Hop. Ouais, ouais, tu peux faire ça, exact, ouais, ouais, bien sûr. Ça c'est un conseil vraiment que je peux donner si, on a l'occasion de le faire, ouais, ouais, vraiment mettre un tapis de marche en dessous. Alors au début, c'est un peu bizarre de travailler, enfin de marcher, on va dire plutôt, en se concentrant sur Ouais. autre chose. Mais après, on va dire que le corps est magnifiquement bien fait et s'adapte et du coup, le fait, inconsciemment. Mais, au fait, juste changer, sa chaise de bureau, on cherche toujours la plus confort, la plus rembourrée, la plus, la mieux, on va dire. Mais tu as beaucoup de femmes qui, à un moment, étaient assises sur des grosses, Les Swiss boules, balls. tu sais, gonflables, là, je sais pas comment on appelle ça. Les Swiss balls. Voilà, sur les Swiss balls et du coup, ça, déjà, bon, ça te permet de travailler, on va dire, toute la chaîne, posturale quand même parce que tu vas rester droit, là, tu as pas trop le choix. Mais moi, ce Mmh. que je faisais, c'est que j'avais une chaise en bois. Tu sais, un peu comme les chaises de l'école, de l'époque et là, finalement, tu peux pas, t'avachir, tu vois? Tu es obligé de rester droit. Et je te jure, c'était royal et j'avais plus mal au dos, j'avais plus ces problèmes de posture, et cetera, et cetera. Donc revenir, un peu, aux fondamentaux, on va dire, une bonne chaise en Mais bois d'école, j'ai toujours des dit. fois, c'est pas mal. Regarde, je vais même aller plus loin dans ta réflexion et c'est une très bonne réflexion, mais regarde Seb, heu, aujourd'hui, tous ces problèmes, de dos, tous ces problèmes d'articulation, tous ces problèmes de pieds plats, c'est quoi? C'est la société qui veut ça, c'est la conformité à la normalité. Une femme d'affaires, elle doit mettre des talons avec un tailleur. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Nous, quand, tu as des problèmes de pieds plats ou tu es trop petit, soi-disant, il faut mettre des talonnettes, par exemple. Tu équipé? Des semelles orthopédiques. Tu Non, moi, je équipé? suis grand par le talent. Je suis grand par le talent. J'ai pas besoin. Donc voilà, non mais tout ça pour en dire que tu dis: «Il faut en revenir aux fondamentaux». Mais c'est exactement ça. Je parle des pieds, pourquoi? Parce que dans l'entraînement, ça reste très important d'être ancré au sol, OK? Et si tu as des chaussures avec une semelle qui est épaisse, de 20 centimètres ou 10 centimètres, comment tu vas être ancré alors que tu n'es pas proche du sol? Tu vois ce que je veux dire? Hem Je crois que c'est Louise qui avait dit ça dans un podcast, avec toi ou enfin voilà, de manière je sais qui voilà. La force que tu vas générer, elle vient du sol. Oui, ça a été de toute façon, la thématique du podcast, hein, avec, Loïs, c'était justement, est-ce que, la force vient du sol? Et on en a conclu, que pas tant que ça. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller écouter le podcast. On développera pas plus ici. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus, même sur les réseaux, les gens sur les squats. Alors, il y a la team, je m'entraîne pieds nus, justement pour être bien à plat, bien connecté avec le sol. Et après, tu as les gens qui ont des soucis justement de mobilité de cheville, qui vont mettre des chaussures d'haltéro justement avec des talonnettes à l'arrière. Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? On en revient à la même question, Seb. Alors dans un premier temps, je suis d'accord pour, Loïs quand il dit, je veux pas chercher à débattre dessus parce que de toute façon je sais que je ne fais pas le poids, hein. Mais même, je suis d'accord avec Loïs quand il dit que la force ne vient pas forcément du sol. C'est vrai que pour lui, dans son cas, effectivement, par rapport à ses activités,
et ses compétences et son savoir sur ses athlètes et tout, effectivement, dans son cas-là, c'est effectivement le cas. On peut pas forcément dire que la force vient du sol. Maintenant, moi, dans mon cas, avec ma manière de travailler, je pars de ce principe-là. Après, ça veut pas dire que Non, j'ai mais on va dire, tout raison, dépend de l'activité. que j'ai C'est tort. sûr que maintenant, en natation, Voilà, exactement. il n'y a pas de sol. Donc déjà, de 1, au volley, quand tu vas justement sauter pour taper le ballon, il n'y a plus de sol non plus, tu vois. Alors certes, ok, peut-être qu'avant le saut, tu développes une espèce de force que tu vas envoyer jusqu'au bout du membre, Bien sûr. etc. Voilà, ça se discute, ça dépend du sport, ça dépend de l'activité. Maintenant, c'est sûr que dans un Mhm. cas de kettlebell, de swing, ça vient pas forcément que du sol, c'est un mouvement de hanche, etc. Mais bon, voilà, il y a de quoi débattre là-dessus pendant pas mal de temps quand même, je pense. Oui, 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 bien sûr. Mais donc oui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on voit des talonnettes et tout, mais regarde, on en revient à notre discussion précédente. Pourquoi il y a des talonnettes? Pourquoi ils ont des chaussures spéciales haltérophilie? Je vais revenir à la personne que je disais tout à l'heure, donc à un coach que j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, si tu as l'occasion de l'interviewer, sur les réseaux, c'est Rossi Power. Ok, je note. Il est incroyable. Loïs le connaît très bien aussi, d'ailleurs. Là, il y a pas longtemps, il a posté une vidéo qui était sympa sur une compète d'haltérophilie. Mhm. Des années, je ne sais plus combien. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire, les mecs? Ils ont un physique de strongman et ils sont en train de pousser des caisses. Donc, des anciennes 4L, ok? Ils sont en train de courir sur un champ. Ils sont en train de les soulever, les mettre sur le côté et ils passent à une deuxième et ainsi de suite. Est-ce que tu crois que ces mecs, ils avaient des... C'est de l'haltérophilie, c'est pas du strongman, hein. Aujourd'hui, c'est des épreuves que tu vas retrouver dans le strong, Bien tu es sûr. d'accord avec moi? Est-ce que tu crois que ce genre de mec avait des talonnettes? Des chaussures d'haltérophilie ou de Non, power? déjà, bon, je pense pas que tout ça Mais existait à l'époque, mais on va dire que aujourd'hui, tout a été voilà, créé exactement. pour le confort des gens. Exactement. Pour la performance, je ne dis pas le contraire, parce que quand tu vas faire une compète de power et si t'es pas équipé, si t'es pas full raw, oui, je suis d'accord avec toi, tes perfs ne seront pas les mêmes. Un mec qui te fait du coucher, et il va te sortir un maillot de coucher, bah ses perfs ne sont pas les mêmes que s'il prend pas le maillot. Pour l'avoir testé, c'est un truc de malade. C'est, je m'excuse l'expression, hein, mais t'es aussi tendu qu'un string quand tu mets un maillot de body, de coucher. À l'époque, je me souviens, ça remonte à longtemps, hein, donc je pense encore que la technologie s'est améliorée aujourd'hui. Mais à l'époque, je me souviens quand je faisais mon stage dans un club, et ben le mec il était vraiment chaud, il était classé dans les meilleurs de France en coucher. Le mec il faisait ma taille, mais c'était un monstre. Par contre, tu voyais, il faisait que du coucher, hein, mobilité zéro. Le mec il avait les épaules comme ça. C'était un truc de malade vers l'avant, rotation interne, incroyable, mais il était extrêmement quoi. Il m'a fait tester une fois son maillot. Wouah! Il m'a mis le maillot, automatiquement, mon corps, il a pris ses réflexes. Tac! J'étais comme lui. Direct. Rotation, machin. Et j'étais prêt. Effectivement, mes barres étaient différentes. C'était pour l'expérience que j'ai fait. C'est pas pour me dire je vais faire ça, tu vois. Mais c'est hyper intéressant. Donc, effectivement, aujourd'hui, toutes ces choses-là ont été créées pour le confort de l'athlète, forcément, et pour aussi améliorer ses perfs. Mais c'est du subterfuge en soi. Parce que on est fait pour le faire soi-même. On est fait pour marcher pieds nus. Je reviens à l'histoire des chaussures d'haltéro, machin. Donc, on est fait pour marcher pieds nus. Aujourd'hui, dans la société, regarde la taille des chaussures, la taille des semelles. T'as des chaussures, elles sont carrément arrondies. T'as l'impression que t'es sur un coussin, t'es machin. Alors oui, ça limite les impacts. Oui, ça limite si. Mais en soi, t'as pas besoin de tout ça. Moi, je reste un partisan de cette école où oui, entraîne-toi pieds nus, clairement. Mais moi, je préfère largement. Hein. Je préfère largement. Après, tu vois, bon, à la maison, tu Et peux faire un peu ce que tu veux, dans des salles ou même quand je suis c'est parti en délicat. vacances, tu vois, en croisière, bah pareil sur le bateau, le coach, il est venu me voir, enfin le gars qui gérait la salle, oui, il faut remettre tes baskets. Ouais, je dis, mais je suis bien, tu vois. Laisse-moi tranquille, je suis bien. Mmh. Ouais, mais question d'assurance, si tu te fais tomber quelque chose sur le pied, etc., etc.
Oui, bien Il a sûr, je raison. En comprends soi, totalement. Ouais. j'ai le même discours et il a tout à fait raison. Maintenant, de toi à moi, niveau assurance, je suis désolé, tu te prends une plate de 10 kilos sur ton pied, que tu sois pieds nus ou avec ta dernière paire de chaussures que tu as acheté 250 balles sur eBay, que tu une ASICS et qui en vaut 650, je t'ai dit une bêtise, j'y connais que dalle. Ben voilà, ton pied sera dans le même Bien sûr. état. Mais au moins, tu avais ta Donc si tu mets protection de des pied. chaussures, mon gars, tu mets des chaussures de sécurité. Tu mets des chaussures de sécurité. Ah non, Ah non, non, mais c'est bien vrai. sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je suis entièrement d'accord avec lui et le mec fait son travail. Et je peux avoir le même discours. Je peux avoir le même discours parce qu'effectivement, de un, par rapport à l'hygiène, etc. Mais aujourd'hui, de plus en plus de salles font que, ben, oui, tu t'entraînes pieds nus. Oui, tu fais ci. Oui, tu fais ça. Mais ça reste minime. Ça reste minime parce qu'effectivement, dans des grosses salles, pour pas citer de nom, mais des grosses franchises, Basic Fit, Fitness Park, tu fais ça, tu te fais allumer la douche. Par contre, tu vas dans une salle indépendante, un petit club, un studio de coaching, une box de CrossFit. Bah, les mecs, soit ils ont des chaussures Metcon, machin, chose et compagnie, Reebok et tout, parce que c'est la mode du CrossFit et machin, tout ça. Ou ils ont les dernières chaussures d'Aerox, là, je sais pas quoi. Le truc d'Adidas, là aussi, je sais plus le nom, là. Ou alors, les mecs, ils ont des chaussures minimalistes avec une semelle qui fait 1 millimètre parce qu'ils ont pas envie de se mettre pieds nus, ou alors ils sont pieds nus. Et quand tu regardes, dans les box, les mecs, ils sont pieds nus, hein. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ça rentre pas dans les mœurs de la société, tu comprends. En plus, en période de Covid, et nanani, et nanana. Et puis, faut adapter son discours, mais effectivement, tu veux t'entraîner correctement, intelligemment, ben, pieds nus. Tu veux bosser ta mobilité, justement, eh ben, mets-toi pieds nus. Va pas te rajouter des contraintes avec des chaussures montantes qui vont tenir la cheville et machin et t'empêcher. Donc justement, pour travailler sa mobilité, sans y passer, on va dire, 1 ou 2 heures par jour, qu'est-ce que toi, tu conseillerais, euh, on va dire, sur une semaine, 2-3 petits exercices, combien de temps, combien de fois, etc., etc. Ma priorité, il va rester spécifique, faut savoir le faire, faut le faire correctement. Mais ma priorité, ça restera toujours le get-up, le Turkish get-up, toujours, avec ou sans charge. Je le mettrai en best, clairement, pour tout le monde, Et tu le n'importe ferais qui. travailler comment, en minimum de 10 minutes ou... Franchement, j'ai envie de te dire, tu le fais comme tu veux, à partir du moment où tu le fais. Tu peux très bien le faire une fois dans la journée, avec un peu de charge, et tu peux le faire autant de fois que tu veux dans la journée quand tu y penses, quand tu as un moment, à vide. Mais par exemple, les yeux fermés, pour en même temps travailler un peu ta proprion, ta proprioception, te concentrer sur les mouvements, ce que tu ressens, faire lentement, caler ta respiration avec le mouvement aussi, qui va être hyper intéressant au niveau des abdominaux et de l'engagement du mouvement qui va arriver. Tu peux le faire avec une bouteille d'eau, comme ça va te créer une instabilité au niveau de ton épaule. Parce que tu prends pas une petite bouteille d'eau de 75 centilitres, 75 centilitres. 2 2 fois, fois ouais, aujourd'hui, ouais. hein, je J'en mets 203, on va voir. suis généreux. Ouais, t'inquiète. Donc tu prends une bouteille, tu sais, les grosses bouteilles là, qui font 3 à 5 litres. Ça va peser un petit peu. Mais ce qui va être intéressant, c'est que généralement, ces jerrycans, elles ont un espèce de gros truc en plastique à côté du bouchon qui permet de le tenir par la main. Et ben justement, tu vas remplir cette bouteille 3 quarts, 1 quart, ce qui fait que le volume dedans va se déplacer, l'eau elle va se déplacer parce qu'elle n'est pas pleine. Donc ça va bouger la bouteille, donc ça va mettre des contraintes de stabilité à ton épaule. Donc là aussi, ça peut être considéré comme de la mobilité, c'est super intéressant. Tu peux prendre aussi, je te dis une bêtise, ne serait-ce que 5 kilos, une plate de 5 kilos, et tu fais ton get-up, la main à plat, et tu mets la plate dessus. Je te garantis que tu vas gagner souplesse et mobilité au niveau du poignet, niveau avant-bras. Donc, tu travailles dans le bureautique toute la journée, tu as des tensions dans les bras, les longs supinateurs, ils te font mal, tu commences à avoir de l'arthrose et tout. Tu mobilises pas tes poignets, ça te fait mal quand tu es sur le clavier parce que ton clavier, ta souris n'est pas ergonomique et bla, et bla, et bla.
Bah, tu fais ça et tu verras que ou tu passes des heures à jouer aussi, hein. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils jouent beaucoup sur l'ordinateur, voilà, des jeux en ligne ou pas, machin. Beh, forcément, t'as des souris gamers, machin, mais au bout d'un moment, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on est d'accord. Donc, ne serait-ce que faire ça, avec une plate, tu mets une charge additionnelle sur ton poignet, il est en permanence comme ça, et je te garantis que ça travaille, ça mobilise et c'est génial. Et tu mobilises tout ton corps au-delà de mobiliser ton poignet. Tu peux le faire de tout un tas de façons possibles et imaginables, le get-up. T'arrêter sur des étapes spécifiques, changer et mettre une petite variante pour pouvoir un peu plus ouvrir la cage thoracique, par exemple. Il y a plein de choses à faire, mais qu'il faut savoir forcément. C'est pas inné. Donc, je le mettrai en top 1, le get-up, même si je mets une réserve parce que ça reste un mouvement qui est assez spécifique quand même, que tout le monde ne peut pas faire s'il ne le connaît pas. Maintenant, pour des mouvements de tous les jours que tu peux retrouver facilement sur Internet ou si tu suis ma newsletter, hein, je dis ça, je dis rien, qui sort tous les mercredis à 10h15, donc sur gmcoaching, je te dis des bêtises, c'est contact@gmcoaching.pro. Voilà. Tous les mercredis à 10h15, c'est une newsletter qui sort sur différents mouvements. Donc, je mets des mouvements de musculation, des mouvements de mobilité, avec des explications, comment les faire, etc. Le chien tête en bas, un exercice qui est très simple, que tout le monde connaît, qu'a déjà vu au moins une fois dans sa vie, par exemple. Le chien tête en bas, tu peux le faire 15-20 secondes, 3-4 fois. Voilà. Par série, donc. T'as plein de choses, hein. Une simple suspension. T'as pas besoin de matériel. T'as une barre de traction au pire des cas. Sinon, tu t'accroches sur une de tes marches, si t'as un étage chez toi, ou un muret ou une fenêtre, ce que tu veux. Une simple suspension. À deux mains, hop, tu vas oxygéner toute ta colonne, tu relâches tout le corps et tu vois vraiment ton bassin qui se détend, voilà. Puis tu vas rajouter une contrainte, tu le fais sur une main. Tu tiendras moins longtemps, mais en même temps, tu vas travailler ton grip. Donc là, on n'est plus dans la mobilité, par contre. Mais tu as énormément de choses à faire. Les fameuses tractions scapulaires, où tu vas chercher à faire une rétractation scapulaire sans pour autant monter à la traction. Tu as énormément de choses à faire. Le Jefferson Curl, on en parlait tout à l'heure. Tu as des mouvements qui sont encore plus spécifiques, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais tu as le runner stretch, qui est hyper simple aussi, qui est cette fameuse position où tu te mets en fente, mais la jambe arrière, tu la tends et tu la mets au sol. Et tu gardes le buste bien droit, et tu mets ta jambe en avant, tu la mets à 90 degrés, et tu as un super étirement qui se fait au niveau du bassin, Troisième fois, on t'a eu. Troisième fois. 90 degrés, on t'a eu. J'ai même pas fait gaffe. Bien joué. Bravo. Exactement. Et voilà, tu vois, il y a énormément de choses. Et ce qui est bien, c'est que c'était crescendo d'ailleurs. J'ai parlé de 70, 75 et 90. Exactement. Mais de toute façon, on ne va pas en dire plus parce que, comme tu as dit, si vous voulez savoir un peu plus de mouvements, comment intégrer la mobilité, il suffit juste de s'abonner à la newsletter de JM Coaching. Et dans ce cas-là, toutes les semaines ? Tous les mercredis à 10h15. Et voilà, tous les mercredis à 10h15, vous aurez de quoi travailler tout ce qui est mobilité et autres. contact@jmcoaching.pro. Ok, écoute, parfait. Jordan, on va clôturer l'épisode sur la mobilité ici. On se retrouvera le mois prochain pour planifier son entraînement, tes petits conseils, les applis peut-être que tu pourras proposer, etc. etc. Ce sera le 11e épisode déjà. Oui, monsieur. Ça passe. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ? On restera sur 12 ou on partira peut-être un peu plus loin ? Oh, écoute, on peut partir plus loin, on peut en réfléchir. Moi, ça me pose pas de problème, c'est cool. On peut trouver différents thèmes et tout. Ça peut être sympa. Après avoir selon tes plannings et tout ça, quoi. T'inquiète, j'aurai toujours un petit créneau pour toi par mois. Ah, c'est mignon, c'est beau là. C'est beau. Ok, écoute, parfait. Jordan, merci encore pour ton temps, pour cet épisode. Et puis on se retrouvera le mois prochain pour le nouvel. Oui, monsieur, affirmatif. Allez, ciao, à plus. Ciao, et on dit merci qui ? Ah, bien joué. Ah. On dit merci qui ? JM Coaching. Petite info,
j'ai identifié les copines de JM sur la dernière story. Ah là là. Ah là là, qu'est-ce que j'ai pas fait. Ah oui. Oh la Bon, on n'a vache. pas eu de repost malheureusement, mais pour ceux qui ont la ref, on attend notre repost officiel sur la page des copines de JM. Il faut que je m'absente quelques instants de tous les réseaux sociaux. Hein. Bon, donc on dira merci Jordan Mega, merci JM Exactement. Coaching, Tout à et fait. on se retrouve le Et mois merci, prochain. Seb. Yes. Ciao, Allez, ciao. à bientôt tout le monde. Salut. Focus Podcast.